Si mon père a réussi à financer la piscine avec le prêt étudiant de mon frère, moi je peux peut-être acheter un appart. Et c'est là où j'ai le déclic, je me rends compte qu'avec des petits budgets, on peut générer très très gros. On s'est retrouvé avec une maison dévastée, et là on se dit, ah, on a fait de la merde. Souvent les gens te disent, ouais mais pourquoi tu fais de la formation? Bah oui, ça rapporte de l'argent. Moi je suis aligné avec ce que je fais, j'aide les personnes au quotidien. Si on me demande, on me dit, Alex, aujourd'hui, c'est quoi la meilleure stratégie si je veux faire du cash flow? Je vais te dire, c'est les... À 19 ans, Alexandre Ducreux achète son premier bien avec un prêt étudiant. Avant 25 ans, il possède déjà 11 lots. Avec son frère Anthony, ils enchaînent les projets immobiliers. Une trajectoire fulgurante, jalonnée de réussites marquantes et de quelques échecs, devenus autant de leçons. De leur expérience naît Mon Plan Immo, un programme qui a déjà aidé plus de 1100 personnes à atteindre la liberté financière grâce à une stratégie atypique. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, Alexandre se livre sur son parcours et partage sans langue de bois les pépites qui l'ont fait réussir. Alexandre, comment tu décrirais ce que tu fais? Plusieurs choses, on va dire. Compliqué de dire ce que je fais exactement, mais donc je suis à la fois investisseur immobilier. Je suis également associé avec mon frère Anthony, donc sur une société où on va venir former et accompagner les personnes à investir justement dans l'immobilier. Donc voilà ce que je te dirais rapidement ce que je fais. Trop bien. Et à 19 ans, j'ai vu comme quoi tu avais acheté ton premier bien, IMO. Donc trop cool. Comment tu as fait pour relever ce challenge impossible? Comment tu as trouvé le financement? Moi, pour t'expliquer un petit peu, j'étais pas bon à l'école. Et je fais souvent le parallèle, j'étais pas bon à l'école, j'étais pas scolaire. Mais à la fois, j'étais pas bon avec mes mains. Et souvent, les mecs qui sont pas bons à l'école, on les oriente vers des filières professionnelles où tu vas faire maçon, électricien, etc. Et moi, dans les deux, j'étais extrêmement mauvais, si tu veux. Donc, tout te laisse à penser quand t'es jeune que tu vas pas faire grand-chose de ta vie. Hein. Et en plus de ça, j'avais mon grand frère avec qui je suis associé aujourd'hui, qui était plutôt à l'aise à l'école. Mais pour autant, très jeune, j'ai toujours eu cette ambition de sortir du cadre classique. J'ai toujours voulu faire des choses. J'ai toujours aimé l'argent. J'ai toujours pensé que l'argent, c'était signe de liberté, si tu veux. Donc, ça a toujours été mon moteur. Et je me suis toujours dit, en parlant, je voyais des personnes qui étaient très intellectes à l'école, mais par contre, au niveau social et au niveau commercial, c'est pas très bon. Donc, je me suis toujours dit, écoute, t'es pas bête. Un jour, tu feras quelque chose et tu auras de l'argent. Et donc, ça a commencé, je dirais, mon parcours entrepreneurial. C'est vraiment à 19 ans que ça s'est lancé. Donc, j'étais en BTS profession immobilière. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi à avoir un bac technologique. Donc, c'était le bac STMG. Pour ceux qui connaissent en France, c'est un peu le bac poubelle, quoi. Donc, je l'ai quand même eu à 10, etc. Mais je l'ai eu. C'était une petite fierté. Donc, ensuite, du coup, je voulais partir directement dans une branche professionnelle, mais mes parents m'ont dit, écoute, essaye de continuer un petit peu. Puis même moi, je me suis dit, allez, essaye d'avoir un BTS, ça peut être bien, mais je me suis dit, par contre, si je continue l'école, je fais de l'alternance. Voilà. Donc, en fait, à ce moment-là, j'ai fait un BTS profession immobilière en alternance. Et là, un peu douche froide parce que je me retrouve dans un métier qui me plaît. Donc, je suis très bon en entreprise, mais par contre, à l'école, toujours la même chose. Je suis pas bon, ça me saoule, etc. Et trop de théorie, etc. Et, à 18 ans, je commence à avoir l'idée, je me dis, j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier. Et je me suis dit, plus tôt t'investis, plutôt, entre guillemets, soit t'es rentier, soit ton bien il va être payé et ça va te générer de l'argent. Et donc, je commence à réfléchir, 18 ans, je suis en alternance, je gagne 800 euros par mois, les banques me financent pas, etc. Et puis, j'ai mon père qui avait financé, en fait, la piscine de chez lui avec le prêt étudiant de mon frère. Et à ce moment-là, ça me fait un petit déclic, je me dis, mais si mon père a réussi à financer la piscine avec le prêt étudiant de mon frère, moi, je peux peut-être acheter un appart. Et en fait, à ce moment-là, donc je vais voir le banquier, tout seul. Hein, et je dis à mon père, écoute, je vais aller voir le banquier, j'ai mon prêt étudiant moi aussi, je veux l'utiliser pour investir dans l'immobilier. Si tu veux et tout, tu verras, etc. Et donc je vais voir le banquier, je lui présente mon projet, donc un petit appartement. Moi, je suis originaire de Saint-Étienne, hein, donc une ville qui coûte très peu cher. Et je lui dis, bah voilà, je veux acheter un appartement. À l'époque, on pouvait prêter 45 000 euros avec un prêt étudiant. Je lui dis, je vais acheter un appartement moins de 45 000 euros. Voilà, je vais le rénover, je vais le mettre en location. Et en fait, la particularité de ce prêt étudiant, donc tu me disais comment t'as fait, c'est que le prêt étudiant, c'est que ce qui est génial avec ce prêt, normalement, il est fait pour financer les études. Donc en fait, tu vas avoir un différé assez long. C'est-à-dire que la banque va te prêter, moi à l'époque c'était ça, 45 000 euros. Voilà, et pendant 5 ans, tu vas pouvoir différer les mensualités de crédit. Donc c'est-à-dire, on prête 45 000 euros, voilà, et tu payes rien du tout. J'avais juste l'assurance du prêt, ça coûtait je crois 9 euros par mois, quasiment rien quoi. Et donc avec ce prêt étudiant, qui est un prêt à la consommation, à la nuance d'un prêt immobilier classique, tu dois le rembourser quand même assez tôt. Voilà, donc tu as 5 ans où tu peux ne pas payer ton crédit, et par contre après, sur 5 ans, tu dois rembourser les 45 000 euros. Donc en fait, après 5 ans, tu as des grosses mensualités, ça faisait à peu près 850 euros par mois. Donc moi je me suis dit, ok, je vais acheter cet appartement, je vais l'exploiter en location longue durée à l'époque, j'ai mis un étudiant, enfin c'était même une association à l'époque, pendant 5 ans, je vais jouir de ces loyers pendant 5 ans, et dans 5 ans, quand les mensualités elles vont taper, je vais le revendre. Si je fais une plus-value,
tant mieux. Si je fais pas de plus-value, dans tous les cas, c'est pas grave. J'ai encaissé, à l'époque, c'était 380 euros net de charges que j'encaissais mensuellement. Bon, après, tu déduis un petit peu les impôts, etc. Mais ça m'a fait à peu près 15 000 euros que j'ai pu me constituer en 5 ans. Et c'est vraiment mon premier projet immobilier qui a fonctionné, quoi. Et Trop je me bien. suis dit, allez, c'est parti. Ça m'a fait vraiment le déclic. Je me suis dit déjà, parce que j'avais fait 2-3 petits projets entre guillemets entrepreneuriales, si tu peux appeler ça, mais moi j'achetais des vélos, je les revendais. Après j'ai acheté des casquettes, je les revendais. J'ai toujours été un peu comme ça, à me débrouiller pour avoir 2-3 sous. Notamment quand j'étais en alternance, je dis souvent, j'avais un pote à moi, c'est très ingrat ça, qui était plus âgé que moi. On était dans la même entreprise, mais du fait qu'il était plus âgé, il était mieux payé. En France, c'est comme ça, tu as des paliers en termes de l'âge. Et en fait, pour compenser et gagner autant que lui, en fait, je vendais des casquettes, etc., etc. Mais vraiment, ce projet IMO, c'est là où je me suis dit, bon, ça va, t'es pas si bête, t'as fait quelque chose qui fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai mon meilleur ami de l'époque qui m'a rejoint et qui a fait la même chose que moi, qui a dupliqué, qui a fait la même stratégie. Qui fonctionne carrément bien en plus. Qui a bien fonctionné. Par contre, il faut faire très attention, il faut vraiment avoir un projet ficelé, parce que c'est un prêt étudiant, donc de base, pour faire financer ses études. Donc, si tu veux le faire pour un bien immobilier, faut pas oublier que dans 10 ans, ou suivant la durée que tu auras déterminée avec la banque, il faut le rembourser ce prêt. Donc voilà, il faut vraiment avoir une stratégie bien ficelée. Je ne conseille pas forcément de le faire. Pour moi, ça a été plutôt bénéfique. On va en parler de tout ça, de la stratégie, la bonne méthode. Et quand tu dis que ça a toujours été un projet, l'IMO, qui t'intéressait, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que peut-être tes parents ont investi dans l'IMO ou quelqu'un? Non, mais alors mes parents avaient leur résidence principale. Mon père venait de racheter une maison de famille qu'on avait tout rénové avec mon frère, etc. Voilà, pas spécialement. Mais moi, je m'intéressais beaucoup à gagner de l'argent, etc. Donc, aux personnes riches, je me rendais compte que toutes les personnes riches gagnaient de l'argent. Et j'avoue que j'avais un attrait particulier avec l'immobilier, tu vois, notamment par rapport à la bourse ou les produits financiers qui, pour moi, je comprenais rien et ça me stimulait pas. Alors que l'immobilier, tout de suite, je me suis dit, ok, t'achètes, tu rénoves, tu revends, tu reloues, etc. T'exploites. J'ai compris assez rapidement que c'est quelque chose qui me parlait, quelque chose qui me faisait envie aussi, tu vois, c'était pas une passion, mais j'ai bien aimé ça tout de suite. Et c'est ça, je dirais, qui me suis dit, écoute, investis. Et puis, si tu veux, tu fais les calculs. Je me suis dit, le bien, tu le payes sous tant de temps. Donc, à l'époque, c'était ça. Je m'étais dit, tu payes le plus longtemps possible, le plus rapidement possible. Et après, une fois que c'est payé, les loyers, etc. Après, j'ai compris que tu peux aussi générer de l'argent sans finalement attendre que le crédit soit terminé. Mais je dirais que c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'idée. Ouais, ce que t'aimes, en fait, c'est vraiment ce côté, tu prends un bien qui est pas dingos et tu le flippes, quoi. Donc, ça veut dire que tu vas le rénover, tu vas le rendre beau, puis après, tu vas le flipper et le vendre. C'est ça. Et puis, l'avantage aussi en France, notamment, que tu retrouves plus difficilement à l'étranger, c'est que tu as le levier du crédit. En fait. Et moi, je m'étais dit, c'est génial. La banque, elle te prête, tu mets un locataire et finalement, c'est ton locataire qui paye ton bien. Donc, je m'étais dit, mais en fait, c'est exceptionnel. Donc, à l'époque, je m'étais dit, ça serait bien que tu en achètes un par an. Et je m'étais dit, moi, j'ai commencé à 19 ans, il y a 29 ans, j'ai une dizaine de biens. Alors bon, le parcours a fait que je suis allé beaucoup plus vite, etc., que j'ai fait d'autres choses. Mais je m'étais dit, déjà, tu fais ça, à 50, 60 ans, c'est bon, t'arrêtes de travailler. Ce qui était ma grosse peur. Moi, je voulais pas me retrouver une soixantaine d'années, avoir des enfants, devoir travailler d'arrache-pied, etc. Je voulais avoir un petit peu cette tranquillité, cette liberté, de me dire, je travaille très jeune. Par contre, plus tard, quand j'aurai moins l'énergie, quand j'en aurai moins l'envie, j'aurai cette liberté de continuer de travailler ou pas si je le veux, quoi. En scale et en dolce vita. Voilà, c'est ça. Ok, trop bien. Et là, donc, avec ton frère, Anthony, vous avez aujourd'hui 30 biens, une trentaine de biens. Bravo, vous avez été super rapide en 3 ans en plus. Donc, t'as fait plus qu'un par an, là. Alors, en fait, on n'a pas 30 biens exactement. On a réalisé une trentaine d'opérations. Donc, il y a des biens aujourd'hui qu'on a revendus. Il y a des biens qu'on a conservés. Après, on en a racheté d'autres. Mais voilà, ça représente à peu près une trentaine d'opérations. Voilà. Comment ça se fait que vous avez été aussi vite? Ça a été quoi un petit peu le déclic d'acheter autant de biens? Écoute, au début, donc moi j'achète mon premier appart, donc en étant étudiant. Anthony après me suit tout de suite après. Donc lui il était à l'époque, il faisait fac de sport, donc il allait devenir prof d'EPS. Donc il se dit le frangin il investit, pourquoi pas moi? Donc il investit. Ensuite Anthony achète sa résidence principale. On est un peu calme pendant un an et demi parce que moi j'avais une fausse croyance et je pensais que je pouvais pas réinvestir. Que j'étais étudiant, etc. Alors après, je signe un CDD avec une agence immobilière, donc je change de boîte. Là, ça commence à bien se passer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passait bien l'entreprise quand j'étais en alternance, mais ça se passait pas très bien avec mon patron. Il me laissait pas de liberté. Moi, je voulais gagner beaucoup d'argent, j'étais sectorisé, enfin bref. Donc, je change de boîte. Là, je suis en CDD, je commence à bien m'épanouir dans le métier. Et en fait, moi, j'attends finalement, avant d'investir, d'être en CDI, en fait. Et en fait, jusqu'à là où j'ai l'information, où je me rends compte que tu peux continuer d'investir. Et moi, j'avais, je te l'ai dit juste avant, l'idée d'investir un bien par an. En fait, quand j'ai compris qu'on pouvait acheter finalement plus d'un bien par an,
Là, je me suis dit OK. Et c'est là où on a accéléré. Et mon frère m'a rejoint vraiment là-dessus. On s'est vraiment lié de passion sur l'immobilier parce qu'on était très proches enfants. Mais après, on avait pris chacun nos routes. Avec mon frère Anthony était en voie d'être prof de PS. Moi, j'étais agent immobilier. Donc vraiment, franchement, à cette époque, on se fréquentait pas spécialement. Et en fait, l'investissement immobilier vraiment nous a rapprochés. Donc, on a fait des investissements en commun. On a fait des investissements seuls. On a même investi avec nos parents. Tu vois, là, ici, on est à Bali où on tourne le podcast. On a fait construire une villa à Bali en 2019. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que tout s'est accéléré. Et puis, il y avait un peu cette compète de frangins. Mon frère avait acheté un immeuble. Moi, je m'étais dit, oulala, faut que j'investisse. Donc, j'achète un appart. Je fais une colocation à côté aussi. Je fais ma résidence principale. Et je pense que c'est à la fois le fait de comprendre qu'on pouvait acheter plus d'un bien par an. Et un peu cette compétition, mais une bonne compétition. Se tirer vers le haut. Voilà, c'était plus se tirer vers le haut, qui nous a, je pense, motivés à investir massivement à cette période-là. C'est vraiment l'année 2019 où on a beaucoup investi. On va dire, on a peut-être acheté une bonne quinzaine de lots peut-être dans l'année, quoi. Génial. Et c'est quoi un peu le mindset ou la stratégie pour jouer au Monopoly un petit peu grandeur nature, là, comme vous êtes en train de le faire? Écoute, pas forcément de recette miracle, c'est plus de déjà se lancer. Parce qu'en fait, la grosse particularité des gens, c'est qu'ils se lancent pas. Et moi, on aime bien dire avec Anthony Bourbon qui a dit une phrase il y a pas longtemps que je trouve qui nous représente énormément. Vaut mieux un idiot qui marche qu'un intellectuel qui reste assis. Et en fait, ça nous représente bien parce que on a fait énormément d'erreurs dans tout ce qu'on a réussi. Il y a eu plein d'échecs. On a acheté une maison aux États-Unis, on a perdu 15 000 € chacun. Moi, j'ai fait ma première résidence principale. Il y a une grosse fuite au niveau d'une terrasse. Enfin, Anthony, il a acheté un immeuble, il s'est fait avoir par un artisan, il lui a mis 25 000 € Anthony a envoyé 25 000 €, le mec est parti du chantier, enfin, voilà. Mais, en fait, tout ça pour dire que, par rapport à ça, t'as des réussites, tu vois, Bali, c'est une très belle réussite, on a fait des belles plus-values sur la plupart de nos biens, on a des biens aujourd'hui qui nous rapportent beaucoup d'argent. Je dirais plutôt qu'il faut se lancer, faut croire en soi, donc faut quand même se former, que ce soit sur des contenus payants, sur des contenus gratuits, faut avoir quand même un minimum d'informations parce que l'immobilier, c'est très vaste. Il y a énormément de lois, de juridictions, ça évolue aussi énormément. Donc c'est important de bien s'informer quand même. Voilà. Pas trop, si tu veux, essayer de vouloir tout savoir parce que tu sauras jamais tout, pardon. Et ça te bloquera pour investir. Donc je dirais vraiment, c'est se lancer, d'avoir un minimum d'informations, mais vraiment croire en soi, accepter l'échec, accepter d'échouer parce qu'il y en aura. Ça fait partie du chemin. Il y a que ceux qui feront rien et qui se trompent pas. Donc je dirais vraiment c'est ça. C'est le combo vraiment de se lancer et d'avoir quand même un minimum de connaissances pour pas faire des erreurs fatales, surtout dès le premier investissement. Ouais, carrément. Comme l'entrepreneuriat, en fait, c'est exactement la même chose. C'est très corrélé, ouais. Exactement. Ouais. Et c'est les leçons qui te font évoluer le plus, quoi. Bien sûr. Ah ben moi, j'ai appris que en faisant des erreurs. T'apprends pas en réussissant. Parce qu'en faisant des erreurs, tu dis ok, bah ça, je le referai plus. Exemple, la maison aux États-Unis, c'était le seul bien qu'on a acheté à distance. On s'est pas déplacé. Voilà. Là, récemment, on s'est repositionné sur un projet à Nosy Be, donc une île proche de Madagascar. Avant d'y aller, on y allait absolument. Ouais, absolument. Tu refais plus la même erreur, c'est bon, on y va. Exactement, ouais. C'est ça. Et c'est quoi un peu la stratégie? C'est on achète, on loue, ensuite avec l'argent, on revend, comment ça se passe? On rachète? Tu as différentes stratégies. Nous, on a essayé vraiment pendant ces premières années d'investissement, donc de 2017 à aujourd'hui 2025. On a essayé de faire pas mal de choses, nous, parce qu'on se testait aussi, on essayait de voir ce qui fonctionnait le mieux. Donc, tu as différentes stratégies. Donc, tu as soit de la location classique, donc tu achètes un appartement, tu le rénoves ou pas d'ailleurs, mais c'est quand même mieux de le rénover pour valoriser le bien. Tu vas l'exploiter en location, ce qu'on appelle longue durée. Donc, soit tu vas mettre un bien, typiquement, tu vas trouver un locataire, tu vas le mettre en location. Voilà, ça c'est le cas classique. Tu vas avoir possibilité de faire ce qu'on appelle des colocations. Donc, c'est d'acheter un appartement, créer des chambres à l'intérieur, louer à la chambre. Donc, ça, c'est aussi des stratégies assez rentables. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. C'est pour ça on y viendra aussi sur les stratégies qu'on fait aujourd'hui. Tu vas avoir la possibilité, en effet, de faire de l'achat-revente, ce qu'on appelle. Donc, tu vas acheter un bien, tu vas le rénover, le valoriser, tu vas le revendre. Voilà. Donc, en résidence principale, tu peux être exonéré de plus-value suivant certaines conditions. Donc, si tu maintiens ton bien pendant une certaine durée. Sinon, après, tu vas avoir une imposition aussi. On reste en France, hein, il y a pas mal d'impôts. C'est très important de bien maîtriser la fiscalité surtout. Parce que entre différents choix fiscaux, ça peut te coûter très cher ou ça peut te rapporter beaucoup plus d'argent. Donc, tu as ces différentes possibilités. Tu as aussi l'essor depuis récemment de tout ce qui est location courte durée. Voilà. Où nous, on n'a pas forcément surfé dessus dès le départ parce que, je te le disais au début, on est originaire de Saint-Étienne. Nous, on pensait pas du tout que la location courte durée, ça marchait à Saint-Étienne. Hein. C'est une ville minière. C'est à côté de Lyon. Pour les Lyonnais, vraiment, c'est la catastrophe, quoi. Vraiment, qu'est-ce que font les gens là-bas? Mais pour autant, la location courte durée fonctionne très bien aussi dans des villes comme Saint-Étienne. Et du coup, en 2020, on a pris un petit peu un virage dans l'investissement. Donc, c'est moi qui ai pris ce virage. J'ai investi dans notre première location courte durée, donc à Saint-Étienne, mais une location un petit peu particulière, une location courte durée atypique. Voilà.
Et là, vraiment grosse claque par rapport à tout ce qu'on avait fait, qui était plutôt rentable aussi. Hein. Je fais ce premier bien en 2020. Donc c'est ce qu'on appelle un peu une love room. C'est pas vraiment une love room, mais c'est un bien avec une baignoire balnéothérapie, assez luxueux. Et là, pour te donner un petit peu un exemple au niveau des chiffres, parce que je pense que ça intéresse aussi les gens, avec un bien classique que tu vas acheter, un T2 de 40 mètres carrés, donc un T2 c'est un appartement avec une chambre, en location longue durée à Saint-Étienne, tu vas le louer 500 € par mois. Voilà. Et tu vas l'acheter dans les 50 à 70 000 €. Voilà. Donc ça, c'était en 2020. Alors, à ce même moment, donc j'achète un T2, je rénove totalement, 25 000 €, pardon. Je le rénove, il me revient à 56 000 €. Premier mois de location, je fais plus de 2 500 € de revenus bruts. Donc, tu fais de la location courte durée, donc tu as différentes charges que tu n'as pas sur de la location longue durée. Donc, tu payes l'électricité, c'est toi qui le payes, tu as une box, etc., etc. Premier mois, je prends une tarte parce que je me rends compte que ça génère autant. Et finalement, à la fin du mois, dès le premier mois, il me reste plus de 1 200 € par mois sur ce bien. Et là, je me dis, waouh, c'est incroyable. Surtout que j'étais dans un moment au niveau... pour remettre un petit peu, pour recontextualiser, j'étais dans un moment où moi, j'étais en plein doute sur l'investissement immobilier parce qu'avec Anthony, encore sur cette partie un peu de se challenger, on s'était donné un objectif, c'était de remplacer nos revenus de l'époque par des revenus immobiliers en 2 ans. Voilà, donc en 2019, quand on a commencé en 2018, pardon, quand on a commencé à bien investir. Et Anthony, il avait réussi parce qu'il avait fait ce qu'on appelle les immeubles de rapport. C'est une stratégie dont je t'ai pas parlé, mais c'est en gros, c'est comme si tu achetais un bien, mais en fait, tu achètes un tenement, un immeuble entier, et à l'intérieur, tu as différents biens. Tu vas pouvoir exploiter soit en courte durée, soit en longue durée, etc. Et l'avantage d'acheter un immeuble de rapport, c'est que tu vas mutualiser et tu vas lever beaucoup plus gros. Donc, par exemple, pour 200 000 €, tu peux avoir 5, 6, 7 appartements dans des régions reculées un petit peu comme Saint-Étienne. Donc, c'est ce qu'avait fait Anthony. Et donc, du coup, à l'aide de ces immeubles de rapport, il générait quasiment 2 000 € par mois de revenus. Voilà. Là où moi, j'étais allé sur des plus petites stratégies, des petits appartements qui généraient du cash flow. Ce qu'on appelle du cash flow, c'est les revenus nets. Mais j'étais à peine à 1 000 €. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouvais dans un moment où c'était compliqué parce que j'étais surendetté, parce que les banques te prêtent. À un bout d'un moment, ça bloque aussi, même s'il y avait des très bonnes méthodes de calcul à l'époque. Il y avait ce qu'on appelle le différentiel, ce qui permettait vraiment d'enchaîner les biens. Mais bon, du coup, moi, j'étais bloqué. Et donc, j'avais pas la possibilité à ce moment-là d'acheter un immeuble de rapport parce que c'est des gros montants. C'est à ce moment-là que je trouve ce petit appartement, que je l'exploite en location courte durée. Et c'est là où j'ai le déclic. Je me rends compte qu'avec des petits budgets, on peut générer très, très gros. Et surtout, parce que la location courte durée, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être très chronophage. Hein. Tu as des locataires qui viennent... Pour nous, surtout en courte durée atypique, qui viennent tous les jours. Donc, tu as un roulement qui se fait tous les jours. Donc, il faut avoir du personnel de ménage, il faut répondre aux voyageurs, il faut donner accès au logement, etc. Et donc, j'ai trouvé et mis en place tout un système d'automatisation aussi qui permet d'être totalement dissocié. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis à Bali, ça fait quasiment 2 mois que je suis ici. Les logements, ils tournent en automatique. J'ai mon personnel de ménage, les arrivées, les sorties, c'est géré, etc. Voilà. Donc, ça a mis du temps à bien s'automatiser. Mais en gros, voilà, depuis 2020, sur quoi on se focalise. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus le reste de nos investissements parce qu'on a d'autres stratégies plus patrimoniales, de les conserver dans le temps. Mais on a vraiment accéléré depuis 2020 sur cette stratégie qui est incroyable, qu'on partage aussi notamment au sein de mon plan IMO aujourd'hui. Parce qu'avec des petits budgets à moins de 100 000 €, tu peux générer plus de 1 200 € de revenus nets. Ça, en France, c'est assez exceptionnel. Ouais, carrément. Donc la stratégie, c'est vraiment l'atypique. Ouais, alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres stratégies. Si on me demande, on me dit Alex, aujourd'hui, c'est quoi la meilleure stratégie si je veux faire du cash flow? Je vais te dire, c'est les logements atypiques. Voilà. Si on me dit, Alexandre, j'ai envie de placer mon investissement, je veux conserver ce bien dans 20, 30 ans, le léguer à mes enfants, je ne vais pas te dire forcément c'est la meilleure stratégie. Voilà. Mais si vraiment tu as une stratégie de cash flow, de générer des revenus complémentaires tous les mois, aujourd'hui, c'est la meilleure solution avec un petit budget de générer autant de cash flow. Ouais, intéressant. Et donc, tu disais comme quoi à l'époque, ton frère, lui, il avait réussi à atteindre son objectif, pas toi. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que peut-être tu étais plus frileux au début d'investir? Non, vraiment pas. C'est vraiment le mode de stratégie. C'est vraiment parce que je suis peut-être plus chevronné que lui de base. Tu vois, c'est plus moi qui ai l'idée et lui il suit, mais par contre il applique bien, voire mieux que moi. Et en fait, c'est vraiment que lui il a acheté en lot en fait. Donc si tu veux, là où moi j'avais acheté 2 appartements qui étaient plus rentables que lui sur le papier, lui il avait acheté un immeuble. Donc moi là où je me retrouvais avec 2 apparts, lui il avait 5 logements. Et ces 5 logements, lui rapportaient, je crois que son immeuble lui rapportait plus de 1 200 € de cash flow, justement, à peu près la même chose qu'un bien typique. Alors que moi, à l'époque, je connaissais pas la location atypique. Avec mon premier appartement, je générais 350 € de cash flow. Avec le deuxième que j'ai fait, 200 €. Avec ma colocation, pareil, 350. Fait que j'étais limité, si tu veux. Voilà. Alors que lui, avec un seul immeuble, il faisait 1005. Et si tu veux, à l'époque, comment t'expliquer, les banques pouvaient te prêter des gros montants. Par contre, elles n'aimaient pas trop cumuler beaucoup de dossiers. Voilà.
Et donc le fait d'acheter 2 immeubles, tu peux vite te retrouver avec 10 lots, du gros patrimoine, tandis que la même personne qui va acheter 2 appartements va se retrouver avec 500, 600 euros de cash flow, ce qui était mon cas, ce qui était déjà très bien, attention, hein, mais loin des objectifs qu'on s'était fixés pour le coup. Ouais, carrément. Et là, donc, bosser avec son frère, c'est trop cool. Moi, j'aurais adoré bosser en famille, je trouve ça trop chouette. Est-ce que c'est un avantage de bosser avec son frère? Il y en a beaucoup qui disent attention. Je pense que oui, comme tout associé, ça peut avoir ses limites. Nous, écoute, je peux te dire que du positif. On est des profils totalement différents. Moi, je suis beaucoup plus rentre-dedans. Anthony est très calme, il s'énerve jamais. Donc, je pense que j'ai beaucoup de chance de l'avoir sur ce côté-là. Vraiment, enfin, moi, je dis toujours, tu peux l'insulter. Vraiment, il dit rien. Il est très calme et ça fait beaucoup de bien. Maintenant, peut-être l'avantage que tu peux avoir, c'est que si demain, on est en difficulté sur nos associations, ça peut être compliqué parce que tu as le côté affect, tu as le côté familial et ça va impacter toute la famille. Donc, je dirais que c'est ça peut-être les limites. Ce qui peut être les limites aussi, c'est si à un moment tu divagues sur les objectifs. Voilà, moi je sais que j'ai des gros objectifs financiers et de liberté. Anthony a des objectifs de liberté, mais des objectifs financiers beaucoup moins importants que moi. Donc ça sera à nous d'être très intelligents quand Anthony aura atteint ce palier finalement et cette barrière. Ou moi peut-être je continuerai sur d'autres projets. Ou là lui, Anthony peut-être il prendra un petit peu plus de recul. Mais moi je pense quand même que le fait d'avoir ton frère comme associé, je pense que personne ne mouillera plus la chemise. C'est lui qui le dit. Que ton frère ou quelqu'un de très proche, etc. Donc voilà. Et puis bon, on a une éducation commune, des valeurs aussi communes, et je trouve que c'est aussi important quand tu te développes, parce que moi j'ai eu énormément de cas de personnes, d'associations, de personnes qui se sont fait arnaquer par leurs associés. C'est ça, exactement. Là, tu peux lui faire confiance, quoi. Voilà, particulière. Moi, je sais que j'ai confiance totale en lui, et lui, il peut avoir confiance totalement en moi. Donc ça, je trouve que c'est une certaine aussi liberté de tu vois, t'as pas à réfléchir à dire oh là, il va me faire un coup de travers, etc. Donc je dirais que c'est ça la grosse chance quand t'es entre frangins, quand ça t'entend bien, parce que t'es pas à l'abri que ton frangin soit aussi mal intentionné. Hein. Ouais, carrément. Et du coup, tu parlais, donc vous avez eu des galères. Ça a été quoi la plus grosse galère? Ça a été la maison aux États-Unis? Ouais, je dirais que la maison aux États-Unis, pour ma part, ça a été vraiment une grosse galère. Anto peut-être d'autres, mais moi je dirais que la maison aux États-Unis, c'était galère. Pour te recontextualiser, on sort de l'année 2019, une très belle année. Tout nous réussissait. On venait de lancer la construction de notre villa à Bali. Moi, je venais de lancer ma résidence principale. J'avais fini ma colocation. Anthony a fini son immeuble. J'avais fini un autre appartement. Enfin bref, tout nous réussissait. Vraiment, etc. Donc là, tu commences un peu à te dire, je suis plus fort, etc. C'est exceptionnel. Et à ce moment-là, on se dit, on était dans un groupe d'investisseurs et il y avait des personnes qui achetaient des maisons aux États-Unis. En fait, ils passaient par des brokers français qui étaient implantés sur place. Et en fait, je me rends compte à cette époque que ces brokers français, ils revendent les maisons aux investisseurs français 25 000 € de plus que les prix affichés vers des brokers américains. En fait, je me dis, oulala, déjà, c'est pas intéressant pour les Français qui investissent avec ces brokers français. Voilà. Et donc, moi, je trouve un contact d'une agence, je trouve une investisseuse qui investit avec les investisseurs américains directement. Du coup, elle me met en contact avec eux et je vois, en effet, la maison qu'on voit. Elle était, je crois, à 55 000 $, quelque chose comme ça. Et à côté de ça, tu as le même broker, un broker français, qui vend la même maison aux investisseurs français, plus de 80 000 €. Là, je me dis, putain, rien que si on achète cette maison, si demain on veut la revendre à un investisseur français, on fait une plus-value, quoi. Parce que les Français achetaient au broker français qui était implanté sur place. Donc du coup, on achète cette maison. Donc on est fin 2019. Il commence à avoir l'arrivée du Covid. Il y avait eu les premiers cas, mais on était à des années-lumière de penser qu'on allait être confinés, etc. Donc on achète cette maison, ça va très vite. Hein. En un mois, on est propriétaire, c'est signé sous avocat, etc. Donc on fait 2 prêts à la consommation pour acheter cette maison. Prêt à la consommation, t'as pas de différé bancaire, tu payes directement tes mensualités. Cette maison, pour qu'on y allait, parce que les gens peuvent dire, mais oui, pourquoi t'es allé là-bas? On y allait pour 2 choses. Déjà, c'était un petit montant. Voilà. On a pu se faire prêter avec un prêt conso chacun. Deuxième point hyper important, c'est que c'était très rentable. Donc de base, pour ces 55 000 $, tu avais un appartement au rez-de-chaussée, ils appelaient ça des multifamilies. Donc tu avais 2 appartements dans une maison. Tu avais au rez-de-chaussée un appartement qui normalement était loué, je ne vais pas te dire de conneries, mais plus de 1 000 €. Je crois plus de 1 000 € par mois. Et à l'étage, on avait un très grand appartement qui pouvait être loué plus de 1 800 € par mois et qui était rénové et prêt à la location, si tu veux. Donc après, on avait l'agence immobilière qui vendait le bien et après on avait été mis en contact avec une agence de gestion locative parce que là on s'est dit mais c'est magnifique quoi, on va faire ça, on va louer donc dans la réalité donc on achète bien la maison,
on achète bien la maison et puis ça commence à être compliqué. Les échanges avec l'agence de gestion locative, etc. Donc déjà, c'était que des interlocuteurs anglais. Voilà. Et nous, on parle très peu l'anglais. Donc c'est là aussi les premières, ça commence à être compliqué. premières problématiques. Là où à Bali, par exemple, on était avec des interlocuteurs francophones. C'est le cas aussi sur nos derniers investissements à l'étranger, là, à nos IB. Donc c'est pas pareil dans le terme de compréhension. Il y a eu tellement de choses que j'essaie vraiment de me remémorer, mais en gros, pour t'expliquer pourquoi on était allé là-bas aussi, c'est important. Quelle zone on était allé? Dans une zone qui s'appelle Cleveland. En fait, il y avait eu la crise de l'S-Prime en 2006 aux États-Unis, et en fait, l'immobilier s'était effondré. Et en fait, tu avais des banques qui avaient saisi les maisons et qui revendaient les maisons des bouchées de pain. Et en fait, si tu veux, tous les propriétaires, il y a une sorte de scoring bancaire aux États-Unis, c'est différent de la France quand tu veux emprunter. Et en fait, le scoring bancaire des Américains était catastrophique. Donc en fait, les Américains, pendant 3 ans dans cette zone, il y avait, a priori, enfin voilà, nous c'est ce qu'on avait analysé, ne pouvaient pas se faire prêter, si tu veux, pendant 3 ans. Donc en fait, tout le monde était locataire. Et en fait, dans 3 ans, tout le monde disait que ça allait remonter, parce que les Américains allaient enfin pouvoir réemprunter. Et en fait, tous ceux qui étaient locataires, par dépit, allaient vouloir racheter, et ça allait faire gonfler le prix de l'immobilier. Mais c'est pour ça que tu vas voir que sur le papier, c'était pas tant une mauvaise opération, c'est plus... Oui, ça a l'air trop beau pour être vrai, même. C'est plus nous qui avons mal géré aussi. Donc bon, il y a eu l'arrivée du Covid en 2020, donc début 2020. Donc nous, on est confinés en France. Donc déjà, tu peux pas y aller sur place. Ça, c'est le premier point. On se retrouve avec l'agence locative qui nous dit que l'appartement de la personne du bas, finalement, est partie entre-temps. Voilà, et que l'appartement du haut est dévasté. Donc là, tu te retrouves à te dire, OK, waouh, j'ai pas de loyer qui rentre, et en plus de ça, j'ai un appartement à rénover. Et tu dois faire confiance à quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as jamais vu, qui répond pas trop aussi non plus à tes mails rapidement. T'es confiné en France, tu peux pas bouger. Et là, on se dit, là, on a fait de la merde. Là, on se dit, putain, on est dans la merde. Et t'as les crédits qui tombent. Et je me souviens à l'époque, c'était hyper frustrant parce que les cash flows que j'avais avec mes appartements me servaient à payer ce crédit. Et j'étais dégoûté parce que je me disais, putain, là, tu fais du cash, tu fais du bénéf, etc. Et ça paye, ça compense. Mais c'est pour ça que quand je te dis que y a des réussites, il y a des échecs, et faut prendre le package, en gros, entre guillemets. Bref, donc du coup, on n'a pas le choix, on rénove l'appartement. Il faut savoir que Cleveland, c'est une zone afro-américain, ça craint, c'est pas Beverly Hills, quoi. Donc tu te dis, ok, j'ai une maison aux États-Unis, l'agence commence à nous faire peur, attention, la maison peut être squattée, il faudrait barricader, donc on paye pour barricader, on fait confiance, bon, ils nous envoient des photos, c'est bien le cas, etc. Bref, il se passe 2-3 mois faciles où on perd énormément de loyer, on doit payer les frais de gestion, on rénove l'appartement, voilà, du dessus. La maison est, je dirais, prête à être louée. Et en fait, si tu veux, ça nous a tellement mis des nœuds à l'estomac. Moi, j'avais mon meilleur ami qui vivait aux États-Unis, qui du coup faisait des appels avec nous on faisait des appels avec eux en visio pour vraiment retranscrire. Enfin, c'est un bordel monstre. Donc, au moment, si tu veux, où peut-être on allait commencer à gagner de l'argent, on se dit, écoute, c'est pas grave, on va perdre de l'argent, on vend. Mais pareil, on se dit, est-ce qu'on va réussir à vendre, etc. Enfin, pareil, j'ai une anecdote que j'ai pas racontée. Quand on achète la maison, ils nous ont considérés sur l'acte de vente comme couple marié. En fait, c'était écrit Anthony Alexandre, couple married. Et ça, on n'avait pas fait gaffe. Et à côté de ça, en fait, on avait monté une LLC américaine qui normalement devait acheter la maison. Donc en fait, on s'était retrouvé avec une maison dévastée, à faire des travaux, une maison qu'on aurait dû acheter avec une société. Donc on a ouvert une société qui ne servait à rien, et on avait acheté la maison comme couple marié. Donc on a dû faire la transition, faire racheter la maison par la société, puis rénover, etc. Bref, dans l'histoire, on a quand même réussi à revendre. Voilà. Donc, et là, je te dis, quand on a eu le virement en France, je me dit, putain, vraiment, enfin. Et par contre, c'est à ce moment-là où je me suis dit aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Même quand tu penses que c'est mort et que tu t'es vraiment mis dans la merde, parce que là, je me suis dit, on s'est mis dans la merde. Tous les ans, il y avait une tonte des pelouses qui devait se faire, c'était obligatoire, il y a une taxe foncière comme en France. Enfin, vraiment, je me suis dit, on est dans la merde, on va avoir ce fardeau là-dessus. Et puis, tu sais, aux États-Unis, tu sais pas si t'es bien fiscalement, si tu fais les choses correctement. Enfin bref, cauchemar le truc. Et à ce moment-là, je me dis, bon, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, on a réussi à revendre. On a même réussi à revendre plus cher que ce qu'on avait acheté, pour te dire, mais tous les frais dépensés, notamment dans les travaux, etc., fait qu'on a perdu à peu près 15 000 euros chacun, donc qui est quand même pas des moindres. Et la petite anecdote marrante, c'est que là, je me suis repenché sur la maison. En fait, tu as une base de données que tu peux vérifier aux États-Unis. Tu peux voir un petit peu la valorisation en temps réel des maisons. Et la maison qu'on a revendue, je crois, on l'a revendue dans les 60 000 euros, je ne sais plus exactement. Aujourd'hui, elle vaut plus de 80 000 euros. Donc, si tu veux, sur le papier, c'était pas une si mauvaise opération. Mais Covid plus notre manque d'expérience à l'époque, mal renseigné, notre problème d'anglais, etc., fait que c'est devenu un très mauvais investissement. Voilà, c'était vraiment un truc qui nous a fait des ulcères. C'était
compliqué, quoi. Et c'est quoi justement tes conseils pour investir au bon endroit? Donc lieu, prix, ne pas se faire arnaquer? Je dirais déjà, ça fait rêver parfois les personnes qui investissent à l'étranger. Nous aussi, on a investi à l'étranger, mais ça, je le vois vraiment dans un projet de diversification. Dans un premier temps, investir en France, même s'il y a de la fiscalité, etc., tu as des choses pour soit contourner la fiscalité légalement, hein, bien évidemment, soit en payer un minimum. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Privilégie quand même les zones proches de chez toi. Voilà. Et après, ça dépend de ta stratégie. Si tu as envie de faire un maximum de revenus et du locatif, il faut aller dans des zones un petit peu plus reculées où on va avoir ce qu'on appelle un dérèglement de marché. Voilà. Tu as des zones, je te donne un exemple, typiquement Saint-Étienne-Lyon, c'est à 45 minutes de route. Lyon, le prix au mètre carré, il est à 4-5 000 euros. Saint-Étienne, on est à 1 500 euros, il était même beaucoup plus bas avant. Voilà. À Lyon, tu vas louer un T2, 800 euros. 800, 900 euros, en plus, tu as le plafonnement des loyers. Hein. À Saint-Étienne, ce même T2, tu auras acheté, pour donner un prix, hein, un T2 à Lyon, tu vas l'acheter, allez, 250 000 euros. Okay, tu vas louer 800 euros par mois. Un T2 à Saint-Étienne, tu vas le louer 500 euros par mois. Par contre, tu vas l'acheter 60 000 euros. En fait, c'est cette différence entre le prix d'acquisition et les loyers. À Saint-Étienne, pour avoir, t'empruntes 250 000 euros, tu as un immeuble de 4 appartes, par exemple. Tu vas générer 2 000 euros de loyer. Là où pour 250 000 euros, à Lyon, tu vas générer 800 euros de loyer. Là, je te parle que de longue durée. Si on fait de la courte durée atypique, c'est encore, ou courte durée classique, c'est différent. Mais ça, pour dire, il faut aller dans des zones où il y a ce dérèglement de marché, des zones où le prix au mètre carré est assez faible, mais tu as des loyers qui sont suffisamment hauts par rapport au prix d'acquisition. Ouais, c'est ce qui va vraiment faire la différence. Après, si tu as envie de faire de l'achat-revente, c'est mieux de privilégier les grandes villes. Donc, voilà, c'est stratégique en fonction de ce que tu veux faire. Si vraiment tu as envie de faire un placement patrimonial, ça peut être intéressant d'investir dans des grandes villes comme Lyon, Paris, etc. Par contre, il faut être sûr, faut être OK avec ça. Tu vas faire ce qu'on appelle un effort d'épargne, ça va te coûter de l'argent tous les mois parce que les rentabilités sont catastrophiques dans les grandes villes. Par contre, tu peux avoir une valorisation du patrimoine qui peut être parfois plus importante dans ces grandes villes. Voilà, quand le prix au mètre carré il explose, comme on a eu le cas après Covid, les grandes villes avec un prix au mètre carré élevé, forcément, ça se valorise plus facilement. Vous avez déjà pensé à investir en Suisse ou... Non, pas du tout. Alors, on a des personnes qu'on accompagne qui sont soit frontières suisses, qui sont soit suisses. Mais non, on n'a jamais. Alors nous, si tu veux, on avait on est allé à l'étranger, mais c'était particulier parce qu'on a eu des opportunités. Bonnes et pas bonnes. Mais nous, on a un secteur géographique qui est intéressant. Peu importe la stratégie que tu fais. Donc, si tu veux, on n'a pas forcément essayé d'aller à droite, à gauche, etc. Mais curieux de savoir si tu connais le marché suisse, comment ça se comporte, etc. Les lois aussi, parce que c'est particulier. Mais non, on n'y est jamais allé. Ouais, c'est intéressant, ça n'a rien à voir avec le côté français. Genre vous, justement, parce que moi je suis de Genève, donc on voit la France juste à côté. Et vous avez des crédits, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais jusqu'à 25 ans, tu peux acheter ton crédit à 0%. Nous, on n'a jamais des trucs comme ça. Alors plus. Alors on a eu une période, ce qu'on appelle avec Anthony, d'Eldorado bancaire, où tu avais en effet des taux. Moi, mon prêt étudiant, c'était 0,90 sur 10 ans. Et moi, j'ai emprunté ma dernière résidence principale sur 25 ans avec un taux à 1,05%. Énorme. Alors aujourd'hui, c'est remonté. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi un marché qui s'est freiné aussi. C'est plus compliqué aujourd'hui d'investir en IMO, c'est plus compliqué de faire de la rentabilité. C'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure, des stratégies comme la colocation, la location longue durée, où avant tu pouvais avoir 200, 300, 400 euros de cash flow, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a eu une hausse des taux. L'immobilier aujourd'hui, tu as 3-4%. Une hausse de l'immobilier aussi. Donc depuis Covid, vraiment, toutes les cartes ont été revues finalement. Donc les modes d'investissement qui étaient très rentables avant ne le sont plus forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter. En fait, l'immobilier, c'est toujours intéressant. Enfin, en tout cas, je parle en France et même, je pense, à l'étranger. Par contre, il faut vraiment s'adapter finalement à la conjoncture. Il y aura toujours des nouvelles stratégies. En fait, l'immobilier est rentable. Il faut juste s'adapter au marché actuel. Ouais, donc il faut être bien renseigné, travailler avec des pros pour éviter les erreurs et les coups durs. Ouais, c'est quand même important. Après, t'es pas à l'abri. Moi, tu vois, mon premier investissement à 19 ans, ça s'est très bien passé. Mais je pense que j'ai eu de la chance. Tu vois, ça aurait pu très mal se passer. Et là, tu le fais sur un premier appartement. J'aurais pas du tout le parcours que j'ai aujourd'hui si ce premier investissement, je l'avais loupé. Tu vois, ça m'aurait refroidi, etc. Donc, c'est quand même important d'avoir un minimum de connaissances. Voilà. Aujourd'hui, tu as plein de contenus gratuits pour te former. Si ça suffit pas, tu as des contenus payants, que ce soit des conférences, des formations, des accompagnements. Donc, voilà, vraiment, si tu as envie d'investir dans l'immobilier, moi, je te conseille, il faut vraiment avoir des connaissances. C'est un métier particulier d'investir. Même si tu veux investir dans ta résidence principale, mal investir, là, on parle que des bienfaits de bien investir, etc. Mais demain, tu investis mal. Je te donne un cas concret. Tu achètes ta résidence principale avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu l'achètes au-dessus du prix du marché. Dans 2 ans, tu divorces. Tu veux revendre ta résidence principale que tu as acheté 300 000 euros, elle en vaut 250. En 2 ans, tu as remboursé 10 000 euros de prêt si tu as fait un prêt sur 25 ans. Là, tu te retrouves avec un bien où il te reste 290 000 euros de crédit, où tu as
une valorisation de 250 000 euros. Donc, il vaut 250, il te reste, tu as 40 000 euros de delta. Tu divorces, donc faut divorcer. Tu revends à perte. Donc, ça veut dire que peut-être que tu vas revendre, tu vas devoir encore payer ton crédit alors que tu n'es plus propriétaire de la maison. Et derrière, tu dois te retrouver soit une maison que tu vas acheter, soit un appartement en location. Et encore pire, la banque peut même, si c'est un crédit, peut même dire vous vendez moins cher que ce qui vous reste à payer de crédit. Nous, on considère que ça va vous mettre en difficulté financière. On bloque la vente. Ah ouais. Voilà. Donc, tu vois, faut faire aussi attention dans ce que tu achètes. Méga gaffe. Ouais. Est-ce qu'il y a un pari avec ton frère où vous vous êtes dit, allez, là, on met all-in et si ça passe, c'est trop bien, mais si ça casse, c'est la galère, on perd tout? Un peu quand on a investi aux États-Unis et à Bali en même temps, tu vois, c'était un peu all-in, on avait mis un peu nos économies de côté. Voilà, donc Bali s'est très bien passé, les États-Unis un peu moins. Voilà. Mais je dirais qu'on reste quand même aujourd'hui assez modéré et c'est marrant ce que je vais te dire. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup de personnes comme ça. On prenait beaucoup plus de risques quand on n'avait rien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus. Enfin, moi en tout cas, je fais beaucoup plus attention. Peut-être que je visualise plus les erreurs que je peux faire. J'ai peut-être cette crainte aussi de. Moi, j'ai toujours eu peur de manquer d'argent. Ça a été aussi, on n'en a pas parlé, mais cette crainte de ne pas pouvoir me nourrir, de ne pas pouvoir faire profiter mes enfants plus tard, de manquer vraiment. Tu vois. Et je pense le fait de savoir où tu en es aujourd'hui. Alors, je suis loin d'être aux objectifs que je me suis fixés, mais de redescendre aussi, c'est une grosse crainte. Donc, je dirais que je suis beaucoup plus modéré dans mes investissements et je vais rarement faire all-in aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Mais j'ai remarqué, c'est le syndrome de l'expert. Plus tu fais d'erreurs et d'un coup, il y a une sorte d'incompétence apprise un peu où on se dit, mais est-ce que là, est-ce que je vais recommencer à faire ces erreurs-là? Voilà. Parce que bon, plus tu as d'argent aussi, plus tes coûts peuvent te faire rapporter de l'argent et plus aussi tes échecs, ils peuvent te mettre en difficulté. Donc souvent, les gens, ils se disent, ah oui, mais lui, il a beaucoup d'argent, etc. De toute façon, s'il se loupe, c'est pas grave. Non, parce que en général, tu vas aller sur des projets beaucoup plus gros et l'erreur, elle peut te coûter aussi beaucoup plus cher. Donc, c'est pour ça, tu es plus modéré. Peut-être, je sais pas si c'est l'âge, je suis encore très jeune, mais ouais, moi, je sais que je suis beaucoup plus modéré aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais, ça m'étonne pas. Et aujourd'hui, avec ton frère, donc vous avez vos biens et aussi Mon Plan Immo, qui est votre programme. Donc, c'est une formation où vous avez l'accompagnement dedans. Vous êtes les numéro 1 sur les biens atypiques, que je trouve top. D'ailleurs, j'adore ce que vous faites. Franchement, bravo, c'est hyper cool. Merci. Vous avez aidé plus de 1300 personnes aujourd'hui. Ça tourne très, très bien. Comment ça se passe, ce business? Bah écoute, on a, encore une fois, on était investisseur immobilier. Hein. Moi, j'étais agent immobilier, Anthony, professeur de PS, donc éducation nationale, quoi, vraiment fonctionnaire, quoi. Donc, on était investisseur immobilier. En 2020, on se dit, écoute, on commence à être sollicité par pas mal de personnes, de proches, des proches d'amis, etc., de la famille aussi. Parce que on avait un parcours un peu particulier, on a commencé à investir massivement. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, au début, les gens se disent, oulala, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu n'importe quoi. Puis après, les gens voient que ça marche, que c'est intéressant, etc. Donc les gens commençaient à nous questionner. Et Mon Plan Immo est né, je dirais, pendant le Covid. Parce que on a commencé à faire des coachings. En fait, on se faisait flic. Voilà, les gens étaient chez eux. Et donc du coup, on a dit, on fait des coachings à 600 €, on vous apprend l'immobilier, etc. Et ça a super bien marché. On a vendu, je crois, une dizaine de coachings. Donc super. Et derrière ça, on se dit, écoute, allez, on quitte nos jobs. Donc moi, je vais voir mon patron de l'époque, avec qui je m'entendais très bien. Je lui dis, écoutez, voilà, je vais partir, je vais faire mon projet entrepreneurial. Mon frère demande une disponibilité, ça s'appelle. Donc il avait une possibilité d'arrêter l'éducation nationale pendant un certain temps et de reprendre si ça marchait pas. Par contre, il n'avait pas de revenus. Donc Anthony vivait exclusivement de ses revenus. Moi, j'avais réussi à négocier le chômage, donc j'avais le chômage plus mes revenus immobiliers, donc c'était plutôt confortable cette période-là, mais peut-être trop, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on crée Mon Plan Immo, et là, on part sur quelque chose de totalement différent que ce qu'on avait fait avec nos coachings. On se dit, on va accompagner les investisseurs sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que la personne, on va l'aider à trouver un bien, on va l'aider à le financer, on va l'aider à faire les travaux, on va l'aider à le mettre en location, etc. Et en fait, on payait notre prestation comme ça. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui justement suivaient des formations à l'époque et qui en fait se retrouvaient avec un contenu théorique plus ou moins bon, mais s'il était bon, c'était déjà bien. Mais en fait, ils se confrontaient au terrain. Et quand tu es sur le terrain, c'est rien à voir que ce que tu as appris dans une vidéo ou dans un livre, etc. Donc on se dit, ces personnes-là, on va les prendre par la main, ils ont un bon mindset, on va les aider. Donc le business model était plutôt bon. Là où on a été mauvais, c'est qu'on finançait ça dans les prêts. Du jour au lendemain, les prêts, les banques nous ont dit on finance plus. Voilà. Donc on s'est retrouvé avec, c'était des grosses offres, on vendait ça à 6, 12 000 €, ça dépendait du montant du projet. Donc du coup, pendant 2 ans, on tâtonne, on sait pas trop quoi faire. Après, on se dit on va faire de la formation présentielle sans penser s'il y a de la demande. Et on sortait en plus de nos convictions que c'était vraiment d'accompagner les gens, parce que moi je suis persuadé que la formation sans accompagnement, ça c'est pas possible. Et en fait, en parallèle de ça, en 2020, donc quand on a créé Mon Plan Immo,
c'était en 2020. Moi, j'avais lancé en 2020 mon logement atypique. À côté de ça, mon plan IMO, ça marchait pas. Mais logement atypique, ça marchait. J'ai lancé aussi mon deuxième logement entre-temps. Et là, en fait, on rencontre quelqu'un. Quelqu'un qui, je crois, c'est toi, tu fais du marketing aussi. Hein, en fait, on se dit, faut qu'on se fasse accompagner. Voilà, faut qu'on se fasse accompagner. Ça fait 2 ans. Moi, j'allais plus avoir mon chômage. Même si j'avais mes revenus immobiliers, ça me suffisait, si tu veux. Mais moi, je voulais plus. Voilà. Et puis bon, tu sais, c'est émotionnellement, c'est compliqué quand tu réussis pas, ça fait 2 ans, etc. Tu te dis, putain, tu vois un repas de famille, ça marche. Ouais, ça va. Tu vois des gens, ça marche. Ouais, voilà, c'est lourd, quoi. T'as un peu honte. Et on se dit, on va se faire accompagner. Et en fait, on voit 3 personnes différentes, 3 marketeurs, nous disent là 3 choses différentes. Il faut se nicher. Il faut se positionner. Nous, on dit, OK, positionner. Parce que nous, en fait, on parlait d'immobilier généraliste, par exemple. Oui, mais moi, en large, quoi. Voilà, mais parler des logements atypiques, ça me venait pas à l'idée, si tu veux. Et puis, j'avoue que j'avais un peu envie de conserver ça pour moi parce que c'était tellement rentable. J'avais un peu peur de parler du secret. Et puis, par rapport à un bien que tu vas mettre en location longue durée, la courte durée, en fait, tu peux avoir des concurrents, quoi, finalement. Il y avait déjà des gens qui me copiaient, qui me posaient des questions un petit peu, etc. Et donc, bref, les 3 nous disent ça. Et à ce moment-là, je me dis, OK, on se dit avec Anto, écoute, on va tenter de partir avec un des 3. Voilà, il nous envoie un document, trouver l'avatar de les personnes, etc. Voilà, on met tout. Il nous dit, trouver quelque chose d'irrésistible, quelque chose qui va parler aux gens, quelque chose qui est exceptionnel. Et puis là, je me dis, moi, j'ai les logements atypiques viennent tout de suite, quoi. Je me dis, mais Alex, t'as acheté ça 56 000 euros. Le deuxième, je l'avais fait 74 000 euros. Et les deux me généraient chacun entre 1 200 euros et 1 500 euros de revenus nets. C'est une évidence, quoi. C'était le positionnement unique. Et je me dis, mais Alex, c'est exceptionnel ce que tu proposes là aujourd'hui, mais en fait, t'en parles pas. Et Anthony avait une autre idée parce qu'il nous avait dit brainstormer, faites vos idées. Et en fait, on s'était rendu compte qu'on avait accompagné dans les peu de clients qu'on avait eu pendant cette période, pas mal de profs. Et donc, on se dit, peut-être qu'on va faire un programme destiné aux profs. Voilà, parce qu'Anthony était prof, les gens s'identifiaient à lui. Et là, il nous dit, non, ça c'est pas la peine. Par contre, là, ce que tu fais avec les logements atypiques, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Même lui, il nous dit, mais moi, j'ai jamais vu ça, etc. Et du coup, on lance ça. Et en fait, en 2022, donc c'était en novembre 2022, 2 ans pile après qu'on ait lancé mon plan IMO, on l'avait lancé en novembre 2020. Et moi, j'avais lancé en décembre 2020 ma première love home. Donc, ça faisait 2 ans que j'avais lancé ma première love home. Donc, pareil, il y avait du recul sur cette stratégie qui fonctionnait encore aujourd'hui. On se dit, allez, on va lancer, on va parler des logements atypiques. Et là, on commence à structurer aussi. Donc, on fait une formation plus un accompagnement. Voilà, parce que nous, on voulait vraiment rester dans cette partie accompagnement. On commence à accompagner quelques personnes. On se fait accompagner aussi sur la partie réseaux sociaux, sur Instagram. Et là, on commence à parler des logements atypiques. En 15 jours, notre compte Instagram, il passe de 2500 abonnés à 30 000, 40 000 personnes, quoi. Un carton. Et après, ça a commencé et on en est là aujourd'hui en 2025, donc quasiment 5 ans après la création de mon plan IMO et 3 ans aussi après cette explosion, quoi. Enfin 2 ans et demi, 2 ans et demi, avoir formé et accompagné plus de 1300 personnes à lancer leur projet d'investissement immobilier atypique. Voilà, donc c'est des milliers d'euros générés et d'investis par nos participants. Donc super fiers, on est contents aussi. Alors je veux pas faire le vantard, comme tu disais, on est la référence aussi, on est les premiers à avoir parlé de ça. Des logements atypiques, parce que je pense qu'on a été les premiers à casser un peu ce secret. Alors je suis pas le premier à avoir créé un logement atypique en France, en tout cas que je sache, mais on a été les premiers vraiment à véhiculer ce mode d'investissement et en parler. Ouais, et je pense que c'est vraiment ce qui nous a différenciés à un moment aussi où les anciens modes d'exploitation commençaient à ne plus être rentables. Donc si tu veux, tu avais des coachs formateurs qui proposaient des solutions d'investissement qui aujourd'hui devenaient obsolètes, si tu veux. Et donc nous, on est arrivé avec quelque chose de totalement différent qui cassait les codes et qui pour le coup était rentable. Et puis nous, on est en totale transparence. Tu vas sur notre chaîne YouTube, on partage nos biens, tu vas sur tous nos contenus. Voilà, nous on est bien propriétaires de nos logements. Je sais qu'il y a des personnes, c'est pas le cas. Je l'ai appris d'ailleurs dans ce milieu-là, j'ai été choqué. Voilà, nous on est très transparent. Moi, je suis le premier à être très réticent quand on va me vendre quelque chose. Moi aussi, je suis le premier à acheter des formations, des accompagnements. Donc c'est pour ça qu'on a toujours eu ce leitmotiv avec Anthony, c'est la transparence, de vraiment montrer ce qu'on fait. Voilà, et on parlera jamais de quelque chose qu'on n'a jamais fait. Moi, je vais jamais te parler de quelque chose que je ne maîtrise pas et que je n'ai pas fait. On parle de logements atypiques. Aujourd'hui, on a 4 logements atypiques, divers et variés, et qui fonctionnent. Voilà, plus des autres logements qu'on a en location longue durée avec des anciennes stratégies qu'on avait fait. Ouais, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent de l'atypique, ils veulent du vrai, de l'authenticité. Si vous êtes transparent, c'est pour ça que ça cartonne autant, en fait. C'est hyper important pour moi je te parle de quelque chose, c'est vérifiable et prouvable. Voilà, je suis bien propriétaire et tu peux vérifier. J'ai même un contenu qu'on fait tous les mois sur YouTube où on partage vraiment les chiffres exacts de ce que nous rapportent nos logements. Pour moi, c'est hyper important. Enfin, moi, je suis, comme je te disais, je suis le premier acheteur. Donc, moi, si tu me montres pas que c'est réel et que c'est vérifiable, je vais pas y aller. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour nous.
Et comment vous avez créé un écosystème entre vos 2 business? Est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre, des formations, ensuite vous réinvestissez dans des biens? Comment ça se passe un petit peu? Ouais, au début, alors pas du tout, parce que c'était nos investissements qui nous permettaient de vivre, si tu veux. Mon plan IMO rapportait pas d'argent, hein, vraiment. Donc pas du tout. Aujourd'hui, mon plan IMO a pris une part beaucoup plus importante dans nos revenus. Voilà. Donc on a la partie, je dirais, on a la partie immobilière qui nous stabilise. Voilà. Parce qu'en plus, on a continué d'investir en ayant mon plan IMO. Et on a la partie mon plan IMO qui aujourd'hui, on se le cache pas, hein, la formation, ça rapporte. Souvent, les gens te disent, ouais, mais pourquoi tu fais de la formation? Bah oui, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Moi, je suis aligné avec ce que je fais. J'aide les personnes au quotidien. On mise beaucoup aussi sur la satisfaction de nos clients. Tu vois, nous, on a une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot, sur plus de 130 avis. Hyper important. Les gens te font confiance. Les gens payent de l'argent. Ça coûte cher de se faire accompagner aujourd'hui. Le but, c'est vraiment qu'ils soient satisfaits. Donc voilà. Mais oui, ça rapporte de l'argent. Et aujourd'hui, pour te faire le lien avec ça, je dirais que mon plan IMO nous sert quand même pas mal aujourd'hui pour pouvoir réinvestir dans l'immobilier. Voilà, on se sert de mon plan IMO, voilà, pour générer du cash et de réinvestir dans différents projets immobiliers. Tester des nouvelles stratégies aussi. On est quand même bien focus sur les logements atypiques parce que c'est tellement rentable. Il y a une fenêtre de tir là, pendant plusieurs années. Et on veut toujours être précurseur. Moi, j'ai lancé une Love Room au début, enfin, un logement en suite de luxe un petit peu. Après, on s'est dit, OK, comment on peut innover? Anthony fait une cinéma room. Donc là, je pense qu'on fait partie des premiers, voire on est les premiers à avoir fait un logement atypique sur un cinéma. Et c'est vraiment un cinéma, quoi. C'est insonorisé comme un cinéma privatif. C'est un professionnel du cinéma qui nous l'a créé, etc. Donc, tu vois, on a innové. Et ensuite, plus récemment, donc cette année, on a fait ce qu'on appelle une houseboat. Donc, c'est un bien plutôt insolite. Donc, c'est une sorte de petite péniche posée sur l'eau. J'ai vu leur story. Voilà. Tu vois, on essaie toujours d'innover, d'aller chercher des stratégies encore plus rentables et puis aussi partager ça à notre communauté, aux gens qui nous suivent, parce que les gens, ils y vont parce qu'on y va aussi. Donc, c'est important aussi de montrer que nous, on continue d'investir et qu'on croit à cette stratégie. Voilà. Et ça n'empêche pas aussi de faire des investissements un peu plus patrimoniaux, comme c'est le cas l'année dernière. Il y a 2 ans, on a acheté un immeuble classique qu'on met en location longue durée pour avoir différentes stratégies aussi. Et comment ça se passe au niveau de l'équipe? Vous êtes combien aujourd'hui? Est-ce que ça a été dur de déléguer, trouver des gens compétents? Alors, on n'a jamais eu de mal à déléguer, nous. Je pense qu'il fait notre force, c'est qu'aussi, dans tout ce qu'on a fait, je te refais le parallèle avec l'idiot, on est 2 idiots, autant dans l'investissement immobilier que dans l'entrepreneuriat. Donc nous, si tu veux, on ne sait pas faire beaucoup de choses. Quand on est rentré dans ce monde de l'infoprenariat, si je puis dire, on s'est rendu compte que les gens faisaient beaucoup de choses eux-mêmes. Leur montage vidéo, leur mail. C'est souvent un blocage de déléguer. Voilà. Mais nous, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on ne savait pas faire tout ça. Moi, je ne sais pas gérer une page Instagram, je ne sais pas faire de montage vidéo, je ne sais pas faire de campagne mail, je ne connais pas le marketing, on ne connaissait rien. Nous, on était des investisseurs immobiliers avant de faire ça. Donc du coup, on a facilement délégué. Alors parfois trop, comme l'année dernière, on a voulu vraiment croître au niveau de mon plan IMO, donc on a mis beaucoup de ressources en place, on a pris beaucoup de personnes. Parfois des personnes pas forcément compétentes aussi. Voilà, donc on a vraiment, je dirais qu'on a eu une année 2023 parce qu'on a commencé à bien exploser fin 2022. Donc on a eu une grosse ascension en 2023, pardon. Une année très rentable, ça s'est super bien passé, etc. On a formé et accompagné énormément de personnes. 2024, on a continué cette progression. Par contre, on a voulu tellement déléguer, on a voulu tellement structurer que le chiffre d'affaires a continué de faire ça. Mais le bénéfice, il a fait ça. C'est souvent le problème quand on veut scale, en fait. Donc, on a compris qu'on avait mal fait les choses, mais encore une fois, t'apprends. Ça a été une année compliquée parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait énormément d'erreurs. Les premiers concurrents sur ce marché ont commencé à arriver aussi. Voilà. Donc, tu te dis, OK, il faut que je continue à garder ma place de leader. Donc, tu te mets aussi un petit peu la pression, il faut être honnête. Et là, en 2025, on est reparti beaucoup plus simple. On a structuré beaucoup plus simple. Exactement. Tout simplement, on a conservé que les personnes compétentes avec nous, super important. On a préféré garder moins de personnes et pas forcément compétentes, mais des personnes aussi il y avait un besoin. On avait mis en place des personnes à certains postes où il n'y avait pas la nécessité tout de suite, en tout cas, de les avoir à ce poste-là. Donc c'est vraiment, on a épuré, on a dit quel est l'essentiel, la satisfaction client, faire rentrer des revenus, parce que tu peux pas te développer sinon. Satisfaction client, revenus, structurer beaucoup simplement, avoir un organisme de formation professionnelle carré. Et là, je l'espère, on a très bien commencé l'année 2025, que ce soit en chiffre d'affaires et en bénéfices. Donc j'espère que ça va continuer, qu'on va pouvoir impacter et accompagner encore plus de personnes. Mais toujours, parce que nous, c'est ça aussi, je pense, on a eu un problème avec les marges, c'est qu'on a généré plus de revenus. Mais si tu veux, on a tellement voulu conserver la satisfaction de nos clients qu'on a mis beaucoup de personnes sur cette partie-là. Et en fait, on n'avait pas forcément la nécessité de mettre autant de personnes pour avoir un bon suivi avec les gens. Donc c'est ça aussi qu'on a revu, c'est de continuer cette croissance et de scaler. Voilà, ça c'est toujours notre ambition, mais vraiment en maîtrisant toute cette chaîne de valeur. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne pensent pas, mais
derrière une société comme Mon Plan Immo, en termes de collaborateurs, tu me disais un nombre, c'est compliqué de dire, mais je pense que ce soit à temps plein ou à mi-temps, il y a au moins une trentaine de personnes qui travaillent sur Mon Plan Immo, quoi. Entre les monteurs vidéo, entre les personnes qui gèrent les réseaux sociaux, entre les commerciaux aussi qui vont nous aider dans le recrutement des élèves, entre la personne qui fait du marketing, l'assistanat, la partie aussi suivi client, les coachs. Donc c'est quand même une grosse structure. Voilà. Ouais, et puis après, tu deviens manager. Exactement. Et ça, on savait pas faire, si tu veux. Donc on savait pas faire déjà tous ces trucs marketing, etc. Et après, encore moins être manager. Donc si tu veux, faut remettre dans le contexte. Hein. Moi, j'étais agent immobilier, Anthony était prof de sport. Voilà. Et ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs négligent toute cette partie-là. Voilà. Mais par contre, on est très ambitieux, on a toujours envie de faire de grosses choses, tu vois. Donc c'est ce qui fait, je pense qu'on a continué à monter et je nous souhaite encore plein de réussite dans le futur. Mais par rapport à d'autres personnes, on va beaucoup se tromper. Voilà. Mais comme j'aime bien le dire aussi, je pense que ça peut être inspirant pour les gens. Si nous on y arrive, tout le monde peut y arriver parce que Parce vraiment. que vous allez vite. Plus on va vite, plus on teste. Et ça, j'ai vu chez tous les entrepreneurs, c'est comme ça. C'est que dès qu'ils grandissent, on complexifie. Et à un moment donné, tu arrives à un point où en fait, t'es là, en fait, il faut que je respire, faut que je vire tout le monde, malheureusement, faut que je me. Et on s'est posé la simplifie. question. Hein. On s'est dit, écoute, sinon on revient sur un modèle beaucoup plus simple. C'est pas grave, on sera 3-4, on fera beaucoup moins de revenus. Par contre, on aura des bonnes marges. Mais c'était quand même pas l'ambition. On s'est dit, allez, on repart, on restructure correctement, on refait attention aux marges, etc. Et on relance et on reste les leaders du marché et on va essayer même d'être les leaders du marché de l'immobilier en investissement classique. Ça, c'est vraiment l'ambition. Génial, trop bien, j'adore. Et là, donc, si j'ai 300 000, 500 000 euros à investir, tu me recommandes Bali, Dubaï, autre? Non, je te dirais la France dans un premier temps. France, ouais. Je te dirais la France. Je te dirais au maximum de les conserver et de t'en servir par contre pour soulever de la dette. Voilà. Maintenant, si tu es déjà investisseur, que tu as fait pas mal de choses, si tu cherches à avoir de la rentabilité hors de la France, nous on a fait Bali. Voilà. Ça a été extrêmement rentable. Alors normalement, c'est après. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Je pense que pareil, il y a des zones d'investissement qui changent. Il y a peut-être des stratégies aussi un petit peu différentes, des biens aussi parfois différents. Je pense que ça reste intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup au marché marocain aussi, à Marrakech. J'aime beaucoup, j'y ai passé 2 mois. Dubaï aussi, je pense que c'est intéressant, plus sur de la plus-value aussi. Marrakech aussi, d'ailleurs, pas mal là-dessus. Je connais pas assez le marché de Dubaï, j'ai envie de beaucoup m'y intéresser, parce que d'ailleurs, c'est un marché que j'aime beaucoup. C'est une ville que j'aime beaucoup. Le continent asiatique, c'est quand même assez intéressant, avec les particularités que ça peut avoir. Hein. Bali, t'es pas propriétaire du terrain, tu vas louer ton terrain. Des particularités différentes de la France. Tu peux pas, ou quasiment pas, soulever de crédit. Alors nous, à l'époque, on avait pu. On a hypothéqué la maison de nos parents pour investir, pour la petite histoire, mais... Ça, ils sont cool. Très cool. Ouais, ou un peu fou. Hein. Mon père, c'est ce qu'il dit. Mon père, il sait pas nous dire non. On a eu beaucoup de chance d'ailleurs avec notre père. C'est que mon père était commercial, on a très bien vécu quand on était des jeunes, on n'était pas riches, on n'était pas pauvres. Mais notre père a toujours eu ce côté, je pense, entrepreneur qu'il a jamais fait parce qu'il a privilégié la vie de famille. Et du coup, moi, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, il m'a toujours encouragé. C'est bien, etc. Et je dis souvent que si demain je lui dis papa, je vais acheter un avion, il va me dire c'est bien, alors que c'est peut-être une grosse connerie, tu vois. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'on a fait aussi pas mal d'erreurs. Ça m'a permis de faire des erreurs, mais ça nous a aussi permis de faire des choses. Quand tu dis à ton père, papa, on va investir à Bali, j'avais 21 ans ou 22 ans à l'époque. La plupart des pères, ils te disent mais t'es complètement taré, allez arrête tes conneries, etc. Nous, notre père, il a hypothéqué sa maison. Enfin, tu vois, pour te dire. Donc, c'est aussi une chance d'avoir eu ce mindset-là au niveau de notre père. Ouais, d'avoir quelqu'un qui croit en toi. Exactement. Et donc, du coup, ça te fait croire en toi. Ouais, Forcément. Donc, tu carrément. te dis, je suis pas si con. Exactement. Et puis, mon père, moi, était pas scolaire comme moi. Donc, il s'était quand même débrouillé aussi il était commercial. Il gagnait plutôt bien sa vie par rapport à quelqu'un de lambda. Alors, il était loin d'être riche, mais ça te donne aussi un exemple de personne qui réussit à sa juste valeur et par rapport aux objectifs qu'il avait. Si tu veux, mais tu te dis, ok, il est pas scolaire, il réussit à faire des choses. Et derrière, il te pousse. Donc, forcément, ça t'aide un petit peu, quoi. Ouais, il comprend. Et là, imaginons, on se voit, on est dans 5 ans. T'en es où? Avec ton frère, vous en êtes tous. C'est quoi votre vision? Est-ce que vous êtes encore en train d'investir dans des biens ou est-ce que vous êtes en mode pied en éventail, à Bali, en chill? Compliqué parce que si tu m'aurais dit à 19 ans, dans 5 ans où tu te vois, je t'aurais dit dans un certain endroit et j'aurais jamais fait ce que j'aurais pensé. Si à 19 ans, tu m'aurais dit tu aurais fait construire une villa à Bali, j'aurais dit impossible. Tu m'aurais dit t'es entrepreneur aujourd'hui avec une entreprise qui génère beaucoup d'argent, hein, voilà, parce que c'est très rentable aussi. Je t'aurais dit je sais pas. Donc là, moi, je vais te dire un peu mes envies. Voilà. Donc c'est de rester les leaders sur ce marché-là. Ce qu'on a envie aussi avec Mon Plan Immo, c'est d'apporter beaucoup plus de services à nos participants.
et aux personnes qu'on va accompagner. Donc aujourd'hui, on est en train de s'associer notamment avec une personne avec qui on travaille déjà, notamment sur une société d'architecture. On veut vraiment apporter de plus en plus une offre clé en main à nos clients. Que vraiment, quand ils rentrent chez Mon Plan Immo, ils aient tout. La chasse de biens, par exemple, ça peut être un financement bancaire, une société d'architecture, potentiellement après la gestion de leurs biens. Enfin, vraiment, on veut vraiment qu'on puisse tout leur offrir. Voilà, mais ça prend du temps, etc. Donc je dirais que c'est ça un petit peu l'ambition avec Mon Plan Immo. Moi, c'est pas du tout d'être en éventail. J'aimerais bien aussi d'autres projets. Continuer à investir dans l'immobilier, bien sûr. Je commence un petit peu plus aussi à investir en bourse, de plus en plus, de vraiment diversifier aussi les modes d'investissement. Voilà, moi, je suis un chevronné, j'adore. Moi, je me suis rendu compte, tu vois, souvent on me dit, t'as quoi comme passion? J'ai pas de passion. Mais en fait, je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est une passion pour moi. Je me plais vraiment dans tout ça. Alors, avec les hauts et les bas, parce que des fois, c'est compliqué. Il y a des choses quand tu dois dire à quelqu'un que tu dois te séparer de lui, bah, c'est pas simple. C'est des moments moins sympas. Quand tu reçois un mail, c'est toujours un problème, etc. Faut gérer les équipes, etc. Mais je dirais qu'au fond, c'est ce que j'aime faire. Tu me mets autour d'une table avec 4 PDG de grosses entreprises. J'adore. Je vais parler avec eux jusqu'au bout de la nuit, tu vois. Et Anthony, je veux pas parler en son nom, mais qu'il est quand même plus à la recherche de liberté par rapport à moi. Et il travaillera toujours, mais je pense il a moins ce comment dire, il a moins cette passion de l'entrepreneuriat. Il va plus le faire par rapport à ce que ça lui apporte. Et notamment, lui, Anthony, il adore le sport. C'est pour ça qu'il était prof de PS. Il a un vrai côté avec la famille où il veut vraiment passer du temps avec ses enfants s'il en a, etc. Donc voilà, je dirais que moi, ça va vraiment, je pense, me tenir toute la vie. Et Anthony, c'est plus un moyen, si tu veux, d'atteindre sa liberté, de pouvoir partir en vacances quand il a envie avec sa famille, de manquer de rien et de faire ce qu'il aime. Voilà. Ouais, carrément. Trop bien. Merci en tout cas pour ce que vous faites, c'est cool. Vous apportez beaucoup de valeur. Je vois sur vos réseaux les résultats que vous apportez. Vous donnez plein de conseils. Vous avez envie d'apporter de la valeur. C'est oui, clairement, on veut être rentable, on vend, mais on apporte de la valeur et ça manque vraiment sur le marché. Donc bravo et merci. Ouais. Merci. Et puis exactement, moi j'ai conscience que t'as des gens, ils n'ont pas besoin de se faire former, de se faire accompagner. Et t'en as qui n'ont pas l'envie. Et c'est OK. Et pour ça, tu as du contenu gratuit ou tu as même tes propres connaissances à toi, avec les erreurs que tu vas faire ou pas d'ailleurs. Mais moi, j'ai totalement conscience. Et moi d'ailleurs, j'étais le premier. Au début, je voulais pas me faire former, je voulais pas me faire accompagner. Et puis moi, si tu veux, j'avais un rapport avec l'école où, pour moi, ce qu'on t'apprenait, c'était n'importe quoi. Donc ça m'a tenu jusqu'au moment où j'ai appris des connaissances, où je me suis dit, ah, OK, notamment là, avec Mon Plan Immo, je me suis dit, ah ouais, quand tu as des vraies compétences, tu vas plus vite, tu fais ci. Ouais, c'est pour ça que vous avez fait une formation, en fait, c'est accès pratique. Dans tous les cas, pour moi, il faut la théorie. Il faut que les gens maîtrisent leur sujet. Par contre, moi, je suis persuadé que juste une formation, ça ne suffit pas. C'est très important d'avoir un accompagnement derrière. Il y a des questions quand tu vas lancer un projet, peu importe ce que tu fais dans la vie, que ce soit de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, tu t'apprends, OK, tu sais, maintenant tu es sur le terrain. OK, tu es sur l'opérationnel. Ah ça, c'est pas passé comme prévu. OK. Là, tu peux poser ta question, on va te répondre. Tu as des coachings hebdomadaires, on va pouvoir te répondre. Tu peux même avoir la possibilité d'avoir des coachings personnels avec moi et Anthony. On va te répondre, on va creuser encore plus le sujet. Tu vois, c'est super important pour moi. Ouais, faut que ça aille des vite. Résultats, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que si tu as les connaissances, mais que tu es bloqué à un moment dans ton parcours parce que tu n'as pas réponse à une question, parce que tu peux pas la poser, en fait, tout ce que tu as appris avant, ça sert à rien. Et du coup, tu vas être liquéfié, tu vas rien faire. Là où si tu as juste réponse à ta question, ça va te débloquer et tu vas pouvoir y aller. Carrément. Ouais. Merci pour tout. Voilà. Merci à toi.